Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue pour cette première séance de débriefing autour de la première session de l'affaire Armitage pour Trail of Cthulhu. Donc je vais essayer de reparcourir cette séance pour expliquer comment je l'ai préparée, quels sont les choix que j'ai faits. Donc en premier lieu, ce que je voulais indiquer, c'est que j'ai essayé de dégager les thèmes importants de cette campagne. Là, il y en a deux qui vont être mis en avant. Il y a le thème du temps et il y a le thème de la gémellité, des jumeaux positifs, négatifs, donc que j'ai essayé de mettre en place dans cette première session. Alors si je reparcours cette première session, tout d'abord, il y a l'arrivée, il y a la réunion du club Armitage. Et avant le début de la partie, j'ai demandé aux joueurs et aux joueuses de choisir l'un d'entre eux qui était en retard à cette réunion. Donc là, c'est le personnage d'Eugénie qui s'est porté volontaire pour être en retard à cette réunion. Et donc l'idée, c'est dès le début, la première scène, de mettre en place une référence comme ça au temps, à la perception du temps. C'est quelque chose qui va revenir à plusieurs reprises dans la campagne. Et donc, j'ai écrit la scène d'introduction. Ça me permet de poser l'ambiance tout de suite, de cadrer la scène. Et le fait de l'écrire auparavant me permet d'être sûr d'y intégrer des éléments que je veux voir. Ça m'arrive assez rarement d'écrire des séquences en jeu, mais en introduction, c'est quelque chose que je fais assez facilement parce que je trouve que ça permet de bien poser l'ambiance, ça permet de réfléchir en amont à ce qu'on veut dire à ce moment-là. Donc ensuite, il y a la réunion en elle-même. Donc la réunion, c'est tout ce qui est dedans. Ça vient essentiellement des propositions donc du livre, ici, au début du livre, à la page, à la page 6, on a l'explication de la réaction de tous les membres du club Armitage au dossier. Donc j'ai pas forcément tout joué, j'ai essayé d'intégrer, quand c'était possible, les réactions des uns et des autres. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de positionner euh, la campagne sur un large éventail, c'est-à-dire que certains ont des explications tout à fait rationnelles, d'autres ont des explications surnaturelles, déjà dès le début. Donc ça permet de poser l'existence du surnaturel. Pour ça, je m'appuie aussi sur les nouvelles de Lovecraft, je l'avais dit la fois précédente, c'est-à-dire que tous les personnages du club Armitage sont des personnages qui ont vécu des choses extraordinaires, qui ont vécu des nouvelles de Lovecraft. Donc pour me préparer, j'ai relu deux des nouvelles notamment. J'ai relu Dans l'abîme du temps, donc je l'ai relu dans cette version-là, la version de Gutanabe, qui est très très belle et très très bien. Et puis j'ai utilisé les anthologies aussi, celles-là, ces anthologies-là, pour relire donc l'horreur de Dunwich, afin de mieux cerner notamment le personnage d'Armitage. Par exemple, en relisant la nouvelle de l'horreur de Dunwich, on voit qu'à un moment donné, quand il est en train d'étudier le Necronomicon, il est dit que sa femme vient s'occuper de lui. Donc là, j'ai fait une petite référence à sa femme qui, depuis, est décédée. Et donc, ça peut être un élément aussi qui va expliquer pourquoi le professeur Armitage est un petit peu perturbé. Voilà, c'est des pistes que je pose pour plus tard. Donc voilà, donc j'utilise aussi dans l'abîme du temps, comme je l'ai montré, donc dans l'abîme du temps avec le personnage de Peasley, et puis plusieurs membres qui ont participé à cette expédition en Australie. Donc ça, voilà, c'est plus le personnage de Dyer qui a vécu les événements aussi des montagnes hallucinées. Donc ça laisse tout un panel de personnages qui ont déjà été confrontés au surnaturel et donc qui vont poser ça comme existant dès le début. Et après, il est normal que les personnages réagissent avec un petit peu de doute et un petit peu incertain quant à la réalité de tout ça.
mais c'est assez... je pense que c'est bien de le poser dès le départ, qu'ils peuvent avoir des interlocuteurs qui, eux, croient dans le surnaturel. Donc, ensuite, j'ai noté durant la fin de cette séquence, hein, sur la réunion du club Armitage, euh, j'ai noté aussi la proposition de Pencroft, le personnage de Mass. Hein, il invite les deux femmes à venir dans son appartement. C'est assez intéressant. Vous verrez que c'est quelque chose que je vais réutiliser par la suite, puisque ça fonctionne en miroir avec le personnage de Kittrell, qui est introduit par la suite. Euh, voilà, donc c'est quelque chose que je vais essayer de souligner. Parce que j'ai essayé de mettre en place une sorte de dualité entre Kittrell et Pencroft, c'est deux personnages qui sont assez similaires, deux personnages de dilettantes débauchés, et donc dans le cadre, pour essayer de soutenir ce motif de la gémellité, j'ai essayé donc de mettre ça en place, et donc il va y avoir un écho à cette scène de Pencroft qui invite les deux femmes. Voilà. Donc ensuite, je suis passé, donc on passe au sanatorium. Donc là, au niveau du sanatorium, je me suis renseigné, hein. J'aime bien faire des recherches, étoffer un peu les scénarios en faisant des recherches sur les différents points qui sont abordés, parce que dans la campagne, il n'y a pas grand-chose, hein, dans le sanatorium, hein. Il y a juste une petite description très brève, plutôt une description d'ambiance. Il y a très peu de contenu. Il y a juste le personnage aussi de l'aliéniste, Erwin Dick. Et donc, pour préparer cette séquence du sanatorium, je suis allé chercher un peu ce que c'était qu'un sanatorium, à quoi c'était utilisé. Donc là, j'ai découvert que à l'époque, c'était principalement utilisé pour la tuberculose. Donc ça a permis de dédier une grande partie de cet espace-là aux tuberculeux et de n'avoir que quelques patients psychiatriques, on va dire, donc ça m'a permis de resserrer un petit peu la préparation sur un petit nombre de patients. Euh, donc j'ai écrit donc 4 dossiers de patients. Pour ça, j'ai utilisé des documents qui étaient disponibles dans un ancien supplément de l'appel de Cthulhu, qui s'appelle Arkham Sanatorium, édité par Chaosium en 1997. Donc entre autres, dans ce supplément, il y a des formulaires à remplir, donc c'est en anglais. Donc là, j'ai pris les formulaires des patients, et j'en ai pris 4. Donc il y en a eu que 2 qui ont été utilisés finalement en jeu. Donc parmi ces patients, il y a bien évidemment donc Rose Pickering, hein, qui est la patiente qui est évoquée dans la lettre. Hein. En tout cas, c'est le personnage que j'ai décidé de construire par rapport à cette lettre. Et j'ai décidé aussi d'en faire le personnage de la photo. Et on verra que l'histoire du visage qui manque, c'est quelque chose qui va être réutilisé aussi par la suite. Donc le personnage de la photo et l'autre patient dont j'ai donné le dossier là, qui m'a été demandé, c'est le père de Peasley, donc Nathaniel Wingate Peasley, qui est le protagoniste principal dans l'abîme du temps. Donc voilà, donc ces 2 patients-là ont intéressé les PJ. Sous le coude, j'en avais 2 autres. J'avais décidé aussi de mettre le personnage du festival, la nouvelle de Lovecraft, qui est un personnage qui se perd à Kingsport et qui est confronté à des visions assez inquiétantes. À la fin de cette nouvelle, il est dit qu'il va à l'hôpital, un hôpital psychiatrique, ou en tout cas quelque chose qui ressemble fort à ça. Et donc j'imaginais que depuis le temps, il ait pu faire des séjours comme ça de repos au sanatorium, et qu'il puisse être un client régulier, un patient régulier du sanatorium. Ce qui fait que ça me permet d'introduire d'autres motifs Lovecraftiens par ce biais-là. Donc ensuite, le dernier personnage que j'avais choisi de mettre en place, mais qui n'a pas été révélé pour l'instant, j'ai décidé de prendre un ancien personnage de
la première fois que j'ai mené cette campagne, il y avait un des joueurs qui est devenu patient du sanatorium. Donc j'ai décidé de l'intégrer dès le début. Donc là, il n'a pas été utilisé, donc peut-être on verra si par la suite il entre en scène. Voilà, donc pour ces dossiers, donc avec ce supplément de calcium, qui m'a permis de cadrer un peu. Alors du coup, j'ai fait aussi des recherches sur les traitements de l'époque en psychiatrie. Donc il n'y avait pas grand-chose. Il y avait donc beaucoup d'appels au barbiturique, hein, comme je précise dans la session. Et puis il y a également l'utilisation de chocs d'insuline. Les autres traitements un peu plus complexes n'arriveront que dans les années 50. Donc là, il y a. Voilà. Donc c'était un peu pour poser l'ambiance. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, je l'avais découvert dans la série Peaky Blinders, mais je l'ai retrouvé dans mes recherches sur le sanatorium. La tuberculose était aussi soignée avec des sels d'or, donc c'est quelque chose que j'évoque à un moment donné aussi dans la session, et c'est intéressant parce que les joueurs, après coup, ils ne le disent pas durant la session, mais lors du petit débriefing qui a suivi, et ils ont fait Edrica a fait un lien avec le sel d'or et l'or qui est évoqué dans le poème d'Azathoth à la fin, donc c'est intéressant. Voilà, donc c'est intéressant donc d'utiliser, je pense, des éléments comme ça qui vont permettre aussi aux joueurs de forger leur propre lien. Ça va venir enrichir un peu, ça va donner de la solidité, je trouve, à la campagne. Voilà, donc pour ces patients-là. Après, on passe au personnage de Kittrell, la rencontre avec Kittrell. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais en faire une sorte de miroir, de parallèle avec le Pencroft, le personnage de Mass. Et donc là, en préparant Kittrell, donc il y a une description hein, de Kittrell dans la campagne. Et à chaque fois, on nous propose une version neutre, une version négative et une version alliée du personnage. Donc là, c'est à moi de choisir parmi ceux-là. Et sachant que cette version va être déterminée aussi pour moi en fonction du personnage de Mass. Mais là, clairement, j'ai choisi d'en faire un personnage plutôt inquiétant. Dans mes recherches, en préparant la campagne, je me suis un peu renseigné sur ce qui se passait à l'époque, et notamment sur ce qui se passe au niveau des sciences. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait eu cette parution d'un article d'Einstein en 1935, hein, qui répond à Niels Bohr, et donc toute la discussion qui s'ensuit sur la mécanique quantique. Donc j'en ai replacé des éléments dans la campagne, dans la session. Pareil, c'est pas quelque chose qui est gratuit. Dans cette discussion-là, il est question d'éléments qui sont intriqués. Kittrell fait le parallèle avec les individus, hein, des individus intriqués. Il dit d'ailleurs explicitement que Pencroft et lui sont de tels individus. Et que quand l'un est positif, l'autre est négatif. Donc voilà, il y a à la fois aussi une petite allusion méta à la structure de la campagne qui impose de choisir comme ça des polarités aux personnages, aux PNJ. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un petit clin d'œil à ce niveau-là. Mais c'est aussi donc quelque chose, c'est un thème important de la campagne, ce thème du double, du jumeau. Donc voilà, c'était une façon aussi de souligner ce thème-là par cette discussion-là et de le mettre en jeu dans la campagne. Donc même si ça semble être une discussion qui est décorrélée du reste, elle parle bien, de ça. Ah. Donc je vais continuer là-dessus. Donc Kittrell, donc voilà, donc c'était voilà, j'ai mis en place cette discussion entre Niels Bohr et Einstein, hein, donc les deux ici présents. Voilà.
Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce thème du double, il va être réévoqué dans le document 7, hein, il va réapparaître dans le document 7 avec un personnage qui s'appelle Balena, il me semble. Donc avec un personnage comme ça qui est décrit comme se dédoublant, et ça va être quelque chose qui va réapparaître à d'autres moments. Il y a d'autres allusions comme ça de dédoublement, voire de personnages qui existent en version triple. Euh, voilà. On a la patiente, hein, il y a eu la discussion avec la patiente. Donc c'est avec comment? Donc là, c'est là qu'il y a le poème qui va rentrer en jeu, le poème sur les guêpes. Donc le motif des guêpes, des frelons, des abeilles, c'est quelque chose que je vais utiliser à plusieurs reprises dans la campagne. Donc là, je le mets en place une première fois à travers le poème. Le ruban de Mobius est aussi, encore une fois un rappel au niveau du temps, sur une sorte de structure du temps qui va se répéter, qui va se connecter. Voilà, donc ensuite, il y a eu un questionnement autour du soleil. Euh, donc là, j'ai choisi du petit soleil qui est en bas du document 2. Donc là, j'ai utilisé quelques bouquins que j'ai là, voilà mon avenir par la cartomancie. Donc voilà, là c'est assez intéressant parce que le soleil donc est décrit ici comme l'intelligence cosmique. Sa lumière est un feu au service de la volonté. Elle éclaire ceux qui savent en user et foudroie ceux qui en abusent. Donc voilà, je trouve que ça peut être intéressant dans une thématique Lovecraftienne. En plus, si on regarde la lame du soleil complètement, on s'aperçoit qu'il y a des jumeaux également sur cette lame. Donc c'est une autre façon de réintroduire le thème euh, auprès des joueurs. Voilà, donc vous voyez, on peut voir la ressemblance avec le soleil du document. Ensuite, il y a cette discussion, une discussion pareil, qui semble sortie de nulle part, avec un patient tuberculeux dans la campagne, dans le sanatorium. Et donc, ce patient va parler va leur parler d'un livre, La Montagne Magique. Donc, c'est en faisant des recherches sur le sanatorium, j'ai vu donc sur la page que la Montagne Magique était évoquée. Et quand je suis allé voir un petit peu de quoi parlait le livre, on voit que c'est aussi un livre qui parle du temps, de la perception du temps. Donc ça me semblait intéressant de l'évoquer, de l'amener aussi en jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que la scène qui a été jouée par les joueurs euh, avait ce côté un peu déstructuré au niveau du temps. Je pense qu'ils l'ont un peu fait exprès aussi. Où ils se retrouvent à discuter et ils se retrouvent presque piégés dans cette discussion. D'ailleurs, vous ne l'avez pas vu, mais sur le chat Discord, Génie a dit Edrika, viens nous rejoindre, viens nous sortir de cette discussion. On va rester là à discuter avec ce tuberculé pendant une éternité. Donc voilà, donc c'est un livre, ça me semblait intéressant aussi de le. Voilà, donc c'est un livre qui se passe aussi dans un sanatorium et dans lequel le personnage perd un peu la notion du temps dans cet environnement. Et donc c'est ce que je voulais évoquer aussi avec eux, quoi. Ce problème du temps va même être mis en jeu de façon très concrète, hein, dans la campagne, puisqu'il y a vraiment des perturbations temporelles qui vont être mises en place. Voilà. Au niveau ensuite la fin de la séance. Au niveau de la fin de la séance, on avait donc il y a eu alors là, il y a eu le petit moment au commissariat qui a permis. Donc là, aucun des personnages joueurs n'avait de jargon policier, donc ils ont dû trouver une autre façon de traiter le problème, et donc ça a permis de mettre en place un petit peu donc le drama, les petites tensions interpersonnelles que souhaitait Mas lors de la session 0, puisqu'il a donné un pot de vin au policier, et ce qui a particulièrement déplu à l'infirmière Dorothy Perlman, qui,
qui déteste tout ce qui touche comme ça à l'argent et au pouvoir de l'argent. Donc voilà, donc cette scène a permis de créer une petite tension entre les deux personnages. Au niveau donc de la fin, donc il y a eu aussi il y a eu des recherches aussi sur les larmes d'Azathoth. Donc pour l'instant, les larmes d'Azathoth, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Et l'explication viendra après pourquoi pour l'instant les joueurs ne trouvent pas grand-chose. J'ai tout de même, il y a quand même le nom d'Azathoth hein, qui peut être découvert. Donc là, il y a un livre, il y a des poèmes qui sont suggérés dans le livre de règles de Trail of Cthulhu, hein, un élément qui existe, je pense, dans la mythologie de Lovecraft. C'est donc les poèmes sur Azathoth écrits par Edward Pickman Derby. Voilà, donc c'est ce qu'a pu, c'est le poème que se voit remettre à la fin le personnage de génie, Crimson. Et donc là pour le texte de ce poème, hein, là dans la session, je n'en lis qu'une petite partie, mais là depuis je leur ai remis tout le texte. J'ai décidé de reprendre tout simplement le texte qui s'appelle Azathoth, le texte de Lovecraft qui s'appelle Azathoth. Et qui est un texte assez court, hein, qui fait 2 pages, hein, que je trouve ici dans ce livre-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, on va avoir des références, on parle de lueurs violettes, hein, qui font écho aux fleurs violettes, il y a l'or, il y a une référence aussi aux fleurs sur la fin. Voilà, donc il y a beaucoup de petits éléments qui peuvent faire écho, des petits motifs qui peuvent faire écho à des choses qui ont été mises en place lors de la session, dans ce texte-là. Voilà, donc pour la préparation de cette session, voilà un petit peu ce que j'ai mis en place au cours de cette première session. Voilà, ben écoutez, je vous donne rendez-vous pour la deuxième session hein, qui aura lieu dans 15 jours maintenant. Je pense que je ferai également un petit débriefing, une petite explication sur la préparation. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous.